Bonsoir à tous. Grâce au pouvoir public, elle a connu en France un formidable développement. Mais quel avenir désormais pour l'économie de la neige? Nous nous interrogeons aujourd'hui dans ce droit de suite. Pour commencer, notre documentaire L'argent de la neige, où l'on découvre que l'or blanc risque de ne pas être éternel dans nos massifs montagneux. Dès lors, pour rester rentable, tout devient bon pour prolonger les saisons hivernales en France, tout en tentant d'exporter au mieux notre savoir-faire. Et je vous retrouve tout de suite après avec mes invités, dont son réalisateur, Laurent Sibien. Bon doc. Non. Nous, en fait, on ne skie pas comme ça. Nous sommes des enfants des villes. Donc, nous avons appris à skier sur des pistes. C'était dans les années 70. À cette époque, les petites caméras GoPro qu'on installe n'importe où n'existaient pas. On ne sait pas encore bien s'en servir, mais ça va venir. Ce n'est rien d'autre qu'une caméra subjective. C'est ce qu'il nous faut pour aller voir ce qui a changé dans les montagnes. Parce que quelque chose a changé. Comment les stations sont-elles devenues des entreprises de spectacles mondialisées dirigées par le marketing? Comment, en si peu de temps, la montagne s'est-elle couverte de remontées high-tech et de canons à neige? Quelle menace pousse l'industrie du ski dans une fuite en avant technologique et économique? Nous adorons le ski. Mais que sommes-nous prêts à accepter pour pouvoir continuer à skier? Voulons-nous vraiment être les clients d'un parc d'attractions à la montagne? Nous ne sommes pas dans le commerce de la neige, nous sommes dans le commerce des émotions. C'est du divertissement puissance 10. Notre stratégie, c'est d'offrir aux clients toutes les activités possibles. Nous avons des marchés énormes devant nous. Ça, c'est Courchevel. Cette station a été créée en 1946 et c'est une des plus célèbres de France. Et ça, c'est un des plus gros téléphériques. Il transporte jusqu'à 150 personnes. Pour nous, une station de ski, c'est simple et presque naturel. Une machine nous monte là où il y a de la neige et pour redescendre, on se débrouille tout seul. Mais pour les VRP de l'industrie du ski français, c'est bien plus que ça. C'est un modèle complet qu'on fait visiter à des clients étrangers qui veulent eux aussi équiper leur montagne. Il y a 300 km de pistes. Et partout où vous regardez, il y a des remontées mécaniques. Vous voyez là-bas? C'est la Plagne. Ensuite, il y a les Arcs, Tignes, Val d'Isère. C'est un gros business. Et d'où viennent les touristes? D'Angleterre? Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Danemark. C'est de plus en plus international. Cette station est surtout connue pour sa clientèle russe. Il y a beaucoup de Russes. Donc une station de ski en coulisses, c'est une entreprise de transports internationaux avec un président du directoire qui utilise des mots comme profitabilité, cash flow, benchmark. Un langage que comprennent très bien ses collègues, disons, américains. Bienvenue. Désolé pour le mauvais temps, mais c'est grâce à ça que dans les Trois-Vallées, nous avons la meilleure neige au monde. L'Utah, c'est où déjà? Quelques données sur notre entreprise. Il y a 664 employés. Chaque nuit, en moyenne, nous damons 52% du domaine skiable. Ça nous coûte 40 000 $ par jour. Donc on doit vendre beaucoup de forfaits, juste pour couvrir nos charges. Alors vous dépensez 4,5 millions de dollars par an juste pour le damage des pistes? Oui, je sais, c'est beaucoup. Mais l'an dernier, les ventes de forfaits nous ont rapporté 75 millions de dollars.
Il y a une blague ici qui dit qu'en Savoie, on jette l'argent par les fenêtres, mais vers l'intérieur. Dans la coulisse, on voit qu'effectivement, c'est une industrie. Le caractère d'infrastructure des moyens que vous voyez, c'est lui qui est sous-jacent à une superstructure qui est l'image, la réputation, l'attractivité et qui donne la force de persuasion du client. Ces stations sont aussi des parcs de loisirs, oui. Donc on est bien dans ce monde aujourd'hui, qui est un monde différent de celui qu'on connaissait au moment où les stations de sport d'hiver se sont développées en France et dans le monde. C'est sûr que des choses ont changé. Et pas seulement le confort des chaussures. Les pistes sont devenues des boulevards lisses et larges. Et les remontées mécaniques, des bijoux technologiques à plusieurs millions d'euros, toujours plus rapides et confortables. You can change the speed of the cabin on the lines. It goes fast and slow and fast. L'idée du cluster montagne, c'est de rassembler tous les savoir-faire montagne français, en termes effectivement de technologie, en termes d'équipement, mais également l'expérience dans l'aménagement de la montagne. Les gens veulent être dans des transports par câble très confortables. Là, vous voyez, on va être mis à 3200 mètres d'altitude, j'ai pas de gants. C'est ça, répondre à la demande. On a même réussi quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire à aseptiser un monde extrêmement rude. Il faut bien imaginer qu'ici, il n'y a pas de vie. Regardez autour de vous, il n'y a même pas d'arbres. À l'intérieur d'un périmètre donné, qui est celui des domaines skiables et qui n'évolue plus, c'est-à-dire qui ne s'agrandit pas, il y a une préparation des milieux, une sorte d'anthropisation, d'artificialisation, mais qui est la réponse à l'attente du client. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'éloigne finalement et on devient des pollueurs ou des bétonneurs. Non. Bonjour, content de vous revoir. Vous vous souvenez? Vous vous êtes déjà vu à Pékin? Oui, il se souvient. On a construit ça à Saint-Pétersbourg. C'est un chemin de neige dans la forêt. Il dit qu'il faut vous dépêcher de venir travailler en Chine. L'industrie du ski est déjà en pleine mondialisation. Alors que là où elle est née, dans les Alpes, ça fait à peine 60 ans qu'on a commencé à massivement aménager la montagne pour que les enfants de la classe moyenne urbaine européenne, c'est-à-dire nous, s'aèrent les poumons. Forcément, ça a créé de la richesse pour des entreprises, des dizaines de milliards d'euros par an. Des métiers nouveaux sont apparus. Fabricants de remontées mécaniques, de dameuses, de canons à neige, d'équipements anti-avalanche. Tout ce petit monde industriel tient salon plusieurs fois par an. Et entre Autrichiens, Français, Suisses, Italiens, la guerre économique fait rage. Lorsque l'ensemble des acteurs de la montagne française viennent ici, c'est plus pour capter des partenaires étrangers que toucher le marché autrichien qui lui est extrêmement fermé, très protectionniste. Donc c'est station d'Azerbaïdjan. Pourquoi je devrais acheter ce produit? La structure, elle est plus forte, très bonne mécanique. Toujours, les moteurs, il est toujours plus puissant. Elle est plus belle. En Géorgie, nous croyons vraiment que nous pouvons rivaliser avec les autres pays qui font la promotion de leur montagne. Mais nous avons besoin d'être guidés. Vous avez 100 ans d'expérience, vous avez fait des erreurs. On veut bien faire nos propres erreurs, mais si on peut éviter celles qui ont déjà été faites,
Pour nous, la Géorgie, c'est très important. Le pouvoir économique se déplace d'ouest en est. Et nous avons vu vos montagnes. Nous savons qu'il y a beaucoup de possibilités. Nous devons faire vite et bien. Apparemment, quand il s'agit de vendre, tous les arguments sont bons. Ce secteur serait-il plus en crise qu'il n'en a l'air? Il ne faut pas fureter bien longtemps dans les allées pour se rendre compte qu'il y a un petit problème. Pudiquement, les vendeurs de matériel appellent cela un marché mature. Les marchés traditionnels d'Europe occidentale commencent lentement à être saturés. Depuis plusieurs années, la demande de renouvellement des installations ne compense pas la baisse de la demande des nouvelles installations. Seuls les grands groupes ont la capacité de gagner de nouveaux marchés en Europe de l'Est et en Asie. Parce que dans ces régions, ils veulent une offre globale. Ça va des remontées mécaniques au système d'enneigement, en passant par la préparation des pistes. Que le numéro 1 mondial des remontées mécaniques, Doppelmayr, ait besoin, comme ses concurrents, de nouveaux marchés, ça se voit tout de suite. Suréquipées, les stations européennes se ressemblent toutes. Alors que peuvent-elles nous vendre de plus aujourd'hui? De la technologie? De la communication? Du spectacle? Après 3 jours d'expo à Innsbruck, on est à Ischgl, ici, à 100 km. On vient voir comment les Autrichiens équipent leurs stations et quelles sont les tendances. C'est une station référence, hein, c'est une des 3 plus belles au monde. Des fois, ça se croise un peu de partout, ça fait un peu peur, mais c'est extrêmement rapide et très confortable. Les gens, ils ont pris l'habitude avec les smartphones d'avoir l'info embarquée, d'avoir tout dans la poche. C'est paradoxal, ils veulent être dans un espace de liberté, mais dès qu'il se passe quelque chose qui peut avoir une incidence sur la qualité ou la sécurité de leur séjour, ils veulent absolument l'information. Et le métier de la station, c'est de plus en plus de gérer de l'information temps réel vers les skieurs. On a le fameux système avec la petite loupe, et on a de l'information embarquée dans les lunettes. Ça y est, c'est parti. Voilà, donc il faut les antennes derrière vous là, parce que ça suppose qu'il y ait tout ça pour ça, quoi. C'est vrai qu'une station, c'est un lieu où il y a de la techno, où il y a des infrastructures, mais en même temps, c'est le marché qui demande ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le marché de la montagne en France, c'est quand même un marché qui crée de la richesse, c'est une économie. Nous, on est là pour la faire vivre et pour la développer. On n'est pas là pour faire de la philosophie ou est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on n'arrête pas. C'est le marché qui nous tire. Marché. Mais c'est pas nous le marché? Sauf que nous, les skieurs des classes moyennes occidentales, ça fait bien 30 ans que notre nombre n'augmente plus. Le marché serait-il ailleurs aujourd'hui? Autrefois, ce village était l'un des plus pauvres du Tyrol, et même des Alpes, parce qu'il était très isolé. Mon père a fait partie des pionniers qui ont construit le premier téléphérique. Ils ont créé un domaine skiable fantastique, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'autres domaines skiables fantastiques dans les Alpes. Ce n'est plus suffisant pour réussir au niveau international. Il fallait inventer quelque chose d'unique, quelque chose d'exclusif. Nous avons donc joué la carte du divertissement. Ce que je veux, c'est provoquer. Être exclusif, être différent. Si je suis comparable aux autres, c'est la mort pour moi. C'est le pire qui pourrait arriver à la marque Ischgl. Ce que j'essaie de créer, c'est une image de marque exceptionnelle. Une marque internationale, reconnue, célèbre, à laquelle on peut faire confiance comme Gucci, Armani ou Prada.
Les Russes, par exemple, ne se fient qu'à la marque, et ça vaut dans la mode comme pour les vacances. Ils veulent faire confiance à une marque qui leur garantit de recevoir ce qu'ils attendent en récompense de leur investissement. La Russie, le nouvel Eldorado du ski. Et quand les Russes investissent, ils ne comptent pas. Pour accueillir les Jeux Olympiques à Sotchi et créer de toutes pièces des stations de ski ressemblant à des Disneyland à la montagne, ils ont dépensé près de 50 milliards d'euros. Les fabricants européens y ont bien gagné leur vie. Et maintenant que c'est construit, ils lorgnent sur le grand chantier de l'après-Sotchi. 30 milliards de plus pour développer le tourisme d'hiver dans tout le Nord-Caucase. Лаганаки, Мамесон, Матлас, Безенги, Архыз. Уникальный туристический кластер Северного Кавказа. Будущие курорты, которые должны стать в один ряд со знаменитыми альпийскими горнолыжными центрами. Франция. В середине прошлого века именно французское правительство принимает план по реализации гигантского инфраструктурного проекта. Создаются максимально комфортные условия для инвесторов. Аналогично решили действовать и в России. Для создания туристического кластера из 5 курортов была создана компания «Курорты Северного Кавказа». Но особое внимание уделяется сотрудничеству с Францией. Pour nous, faire du ski, ce n'est qu'un loisir. Mais pour d'autres, c'est une affaire d'État. Bonjour. En 2010, un président français a vendu à son homologue russe, non pas des Airbus ou des centrales nucléaires, mais un modèle. Le modèle français d'aménagement de la montagne. Un modèle mis en place à Paris dans des grands groupes financiers comme la Caisse des dépôts, en ces temps héroïques où, sous les ors de la République, des hauts fonctionnaires et des ingénieurs soumettaient la montagne à leur volonté. En France, le développement des stations de sport d'hiver a été une décision publique, pilotée par les pouvoirs publics, et où on a construit des stations de sport d'hiver dans des sites vierges. C'est le fameux plan neige des années 60. C'est ce qui a séduit les Russes dans l'approche publique qu'eux ont aussi pour aménager leur montagne. Il y a un vrai savoir-faire avec le leader mondial de l'exploitation de domaines skiables, la Compagnie des Alpes, qui exploite dans plusieurs pays et qui est donc vraiment capable de prendre en main l'exploitation de domaines skiables, ce que ne sont pas capables de faire aujourd'hui nos concurrents autrichiens, suisses, italiens ou nord-américains. Alors, ça commence comment, une station de ski? Nous embarquons avec Benoît Robert et une équipe de la Compagnie des Alpes. Cette filiale de la Caisse des dépôts gère déjà 10 des principales stations françaises, ainsi que Rosa Khutor, près de Sotchi. Objectif de la mission, visiter les sites en projet et tenter de décrocher de nouveaux contrats. Direction le mystérieux Caucase du Nord et ses montagnes, vierges ou presque, à aménager et à administrer. Le travail de fond, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de skieurs possible sur la planète. On voit qu'il y a quantité de marchés émergents qui ont des montagnes, des espaces pauvres, des espaces délaissés, des espaces périphériques. Dans ces pays, il y a l'émergence d'une classe moyenne. Et l'objectif, c'est de leur dire, mais vous pouvez aussi développer ce tourisme chez vous. Bon, ici, ce n'est pas encore les Alpes. Première différence, sur la route, il n'y a pas de péage, mais des contrôles militaires. Le Caucase est une région frontalière agitée, avec des mouvements séparatistes. Qu'à cela ne tienne, Moscou a un nouveau slogan. Faites du ski, pas la guerre. Au lieu de courir dans les montagnes et de terroriser les entrepreneurs, les habitants de la région auront une alternative pour nourrir leurs familles et leurs enfants. Et ceux qui préféreront commettre des crimes en subiront les conséquences, comme au Daghestan. Mais je n'imagine pas qu'ils choisissent cette voie. Le but de ce projet, c'est d'amener la paix.
L'aménagement de la montagne est un objectif géopolitique, d'amener du développement et, par voie de conséquence, de la stabilité dans une région qui en a besoin. Et oui, il y a une géopolitique du Caucase, et le ski en fait partie. Nous arrivons à notre première destination, le mont Elbruz. Un mythe pour les alpinistes. À 5642 mètres, c'est le sommet de l'Europe. Et nous qui pensions que c'était le Mont Blanc. Les Russes y ont déjà commencé les travaux. Une cabine toute neuve achetée aux Français Poma amène jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. L'aménagement de stations de ski, c'est comme une discipline olympique. J'en avais déjà pris des anciens, mais aussi vieux que ça, jamais. Ça doit être fait par les Russes, je pense. Des comme ça, on n'en a pas, non. Nous, on n'en a pas. Benoît, on est à quelle altitude là? En fait, je pense que, comme tu l'as dit, on doit être à 3007. C'est un peu décevant là, il faudrait monter un peu. Bah, je crois qu'ils veulent nous emmener en rattrapant un peu plus haut. Ils sont en train de construire un troisième tronçon. Ouais, ils sont en train, je crois que c'est bloqué. Non, bah, c'est bloqué, mais t'as vu, ils sont en train de monter les pylônes, ils ont coulé le béton, ils ont quand même fait la route pour accéder avec les engins de chantier. Des téléskis après. Je sais pas, il faut qu'on regarde sur le plan de Sergueï. Ils vont à 4000 avec les skieurs. On est vraiment sur des pistes bleues. Plus on monte, plus c'est facile. Il faut juste que le skieur respire. On est à 4100 mètres. Aménager les montagnes, c'est une volonté un peu naturelle chez l'homme. Ça commence par les alpinistes et puis après on fait des moyens pour y accéder plus facilement à travers des remontées mécaniques. Et puis quelquefois on construit des routes. Il y a cette volonté de pouvoir acheminer un grand nombre de personnes pour leur montrer ces magnifiques paysages. S'ils ne sont accessibles qu'à des sportifs extrêmes, peut-être que c'est aussi dommage. Avec ou sans nous, ils vont le faire leur aménagement. Autant qu'ils fassent avec nous et qu'ils fassent au mieux. Seconde étape, la vallée d'Ariz. Les Russes veulent y faire une station de 18 000 lits. Pour l'accès, ce n'est pas encore ça. Et pour le reste, tout est à faire, ou presque. Mais les Français ont des idées. Et ça, là, ici, là-haut, là, on le voit bien. c'est un peu à gauche de la crête dans les nuages. Alors par exemple, le printemps, partie sud vers le midi est peu accessible parce qu'il y a toujours la neige qui fond, etc. La partie nord est mieux. C'est pour ça qu'on pose la question. Généralement, on oriente plutôt les stations côté nord. Une garantie d'enneigement, une garantie aussi de durée de saison en nombre de jours d'ouverture. Cette partie-là, comme il y a beaucoup de forêts, pour construire les pistes, on ne peut pas détruire la forêt. On peut quand même en couper un petit peu. Ils veulent faire ici, en bas, des grands parkings pour le ski à la journée. Et ils ont un ascenseur qui monte à droite et un ascenseur qui monte à gauche. On a vraiment les spatules qui démangent quand on voit ça, quand on voit des montagnes pareilles. C'est magnifique, magnifique. Les reliefs sont doux, on imagine volontiers des pistes partout, des pistes commerciales, d'un niveau bleu, accessible à tout le monde. Et faire monter un débutant ou des débutants dégourdis, le faire monter à 3000 et le ramener en bas, ils rêvent tous de ça, quoi. Ici, là, à 2002, fin mars, il n'y avait plus de neige. Hein. D'accord. C'est pour ça qu'il faut bien regarder en face. Hein? Regardez là-bas. Il faut aller sur l'épaule droite, là. C'est pas si pentu, hein. C'est pas si pentu. Il faut voir aussi derrière. Et en plus, et derrière, après, ouais, tu repasses derrière et tu vas dans le vallon qui est là-bas. Alors c'est là-bas, je disais. Pourquoi il n'y a pas d'immobilier là-bas, au soleil? C'est un cul-de-sac. Tiens, et alors more windy and the snow go up. Yeah, but we have a technique for that. Yeah.
Cette perspective d'aménager un domaine à partir de rien, ça se voit qu'une fois dans une vie professionnelle, et on a effectivement, on se projette dans les montagnes. C'est pas assez bas. On a mis 25 à 30 ans pour construire les grandes stations de sport d'hiver qu'on a en France. Je pense que ça prendra moins de temps que l'histoire française. Est-ce que ça sort trop vite ? Quand on construit un bâtiment trop vite, on peut craindre que ce soit parfois au détriment de la qualité. Ça peut être ça. Il me plaît ce projet, mais il me plaira d'autant plus qu'il sera fait avec intelligence, sans trop abîmer la nature. J'espère qu'ils prendront soin de l'eau, des arbres, de la montagne. Nous espérons accueillir beaucoup de touristes, qu'ils nous apprécieront et qu'ils reviendront souvent chez nous. On espère qu'il y aura des retombées et que, quand ils auront fini de construire là-haut, ils s'intéresseront un peu à nous. Qu'ils nous aideront à résoudre nos problèmes, par exemple en installant le gaz chez les gens, ou en nous aidant à construire une école ou une crèche, parce que nous n'avons rien de tout ça au village. Pour nous, les Karachai, ce n'est pas comme pour les Finlandais ou les Norvégiens. Nous ne connaissons rien au ski. Nous faisons paître notre bétail, nous aimons bien manger, nous faisons des bons fromages, du beurre. J'espère qu'avec la station, les gens auront moins besoin de partir, qu'ils resteront ici, pour y travailler et nourrir leur famille. Je pense que la vie va s'améliorer. Donc, résumons. Le ski apporte la paix, la prospérité, de l'emploi, permet aux montagnards de vivre chez eux. En France, le plan neige a tellement bien marché qu'il n'y a presque plus d'autres activités que le tourisme d'hiver. Mais au printemps, quand les skieurs sont rentrés chez eux et que la neige a fondu, qu'est-ce qu'il en reste? Des villes désertes qui ne cessent de croître. Le bilan français aujourd'hui n'est pas tiré. Donc je ne sais pas comment on peut servir de modèle alors qu'on n'a pas tiré un bilan d'un plan comme celui-là. Le développement des stations a été un bon système à un moment donné. L'exode rural dans ces zones de montagne a été stoppé. Ça a très très bien fonctionné, c'est très clair. Sauf qu'aujourd'hui, on va trop loin. On peut construire sans fin. Tant qu'on trouvera des gens pour acheter, on continuera à construire. Ils ne sont pas forcément skieurs, tous ces gens-là. On s'adresse à des petits épargnants qui ont été effrayés par la chute de la bourse. Et là, à l'échelle de l'Europe, on a beaucoup de gens qui veulent mettre de l'argent de côté. On ne sait plus comment dire non. Et là, je parle en tant qu'ancien maire. Un maire qui dit non à un permis de construire, il repasse pas aux élections, c'est tout. La Tarentaise compte au bas mot, parce que les chiffres, personne ne veut les diffuser, bien entendu, au bas mot, 380 000 lits d'hébergement. C'est plus que le nombre de lits d'accueil du Maroc et de la Tunisie réunis. On en est même à un point où on se demande si, à force de construire des lits comme on continue à le faire aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans une bulle immobilière. Quand on augmente la capacité d'accueil, on dit le domaine skiable va être trop petit, donc il faut reconstruire une remontée mécanique. Et quand on a reconstruit la remontée mécanique, on dit maintenant, pour payer la remontée mécanique, il faut reconstruire des lits. Vous savez, c'est l'histoire du fromage, du pain et du vin. Il faut toujours en reprendre un peu, et donc on n'arrête jamais. S'arrêter? Pourquoi s'arrêter? L'or blanc a tellement rapporté jusqu'à présent. Les vallées les plus pauvres sont devenues les plus riches. Et même dans les Alpes, il reste encore quelques montagnes vierges.
Mais il y a aussi de plus en plus de réglementations environnementales et de rabat-joie qui estiment que l'économie du ski s'est engagée dans une dangereuse fuite en avant. Bonjour, ici nous construisons le téléphérique du Piz Valgronda. Nous avons commencé les travaux le 22 mars et nous aimerions bien le mettre en service avant Noël. Ça fait 30 ans que nous avions ce projet. Et à notre grande surprise, nous avons reçu le feu vert de l'administration régionale chargée de l'environnement. Nous avons dû agir vite. Sinon, 2 mois après, on aurait pu nous dire de tout arrêter. C'est la raison pour laquelle nous nous dépêchons. C'est vraiment la caricature de ce qui se passe actuellement dans le secteur du tourisme. Ischgl a déjà 238 km de pistes. Et pour faire 1,3 km de pistes supplémentaires, on aménage toute une région unique du point de vue géologique, botanique et zoologique. Ils ont vraiment le sentiment que 238 km, ce n'est pas suffisant. S'ils n'ont pas ce kilomètre de plus, ils sont foutus. C'est vraiment comme ça qu'ils le vivent. Nous sommes allés passer une nuit à Piz Valgronda. Beaucoup de gens d'Ischgl nous y attendaient pour nous insulter, et j'ai vraiment eu l'impression que pour eux, avoir ce kilomètre de piste supplémentaire, c'était une question de vie ou de mort. Ça montre à quel point l'industrie du ski se trouve au bord du gouffre. Et sa seule solution, c'est « allons-y, faisons encore un pas en avant ». Pour nous, exploitants de remontées mécaniques, il y a trop de résistance. Et pour ceux qui protègent l'environnement, trop de remontées mécaniques et trop peu d'espace non aménagé. Et qui a raison? C'est difficile à dire. Chacun a raison. Chacun a un peu raison. Car nous aussi, nous sommes écologistes. Nous sommes souvent plus écolos que les écolos, non? Ces montagnes, elles sont à nous et à nos enfants. Nous ne voulons pas les abîmer. Mais nous voulons aussi maintenir notre niveau de vie. De moins en moins d'enfants apprennent à skier. Et c'est dû principalement au fait que ça coûte de plus en plus cher. Le gâteau ne grossit plus. Pourtant, chaque station de ski espère encore avoir une part plus grosse du gâteau. Et en fin de compte, c'est toujours au détriment d'une autre station de ski. Le nombre de skieurs n'augmente plus, la crise est là, et à un moment donné, les investissements ne rapporteront plus suffisamment. Les investissements sont de plus en plus lourds, mais apparemment ça vaut encore le coup. Il faut une 20aine d'années pour amortir une remontée mécanique, alors que la menace la plus mortelle ne se fera sentir que dans 50 ans. Cette menace, c'est le réchauffement climatique. Il est 2 fois plus fort en montagne qu'en plaine. Pour une activité qui dépend en théorie de la météo, c'est un gros problème. Avec les changements climatiques que l'on constate déjà, l'exploitation des infrastructures de sport d'hiver est devenue une affaire coûteuse. Il faut aménager des retenues en haute montagne afin de disposer des quantités suffisantes d'eau pour produire de la neige artificielle. Les dameuses sont pratiquement toujours en service. Nous stockons parfois de la neige d'une année sur l'autre dans de grands entrepôts. Tout ceci renchérit les vacances d'hiver qui n'ont de toute façon jamais été des vacances bon marché. Mais il est à craindre que les sports d'hiver soient à l'avenir un loisir réservé exclusivement aux riches. En Autriche, le tourisme des sports d'hiver va au-devant de grandes difficultés. Notre institut a effectué une étude. Il y a aujourd'hui 150 stations de ski au Tyrol. Et si l'on considère qu'il leur faut une couche de neige d'au moins 30 cm pendant 30 jours, dans 50 ans, seules 7 d'entre elles pourront survivre.
Je n'ai pas peur de ceux qui disent que les changements climatiques menacent nos domaines skiables, qu'on risque de ne plus avoir de neige. C'est de la connerie. Nous ne sommes pas dans le commerce de la neige, nous sommes dans un commerce totalement différent. Nous avons actuellement 1200 canons à neige. Nous en aurons 5000 s'il le faut. Nous nous construirons un glacier. Avec les techniques actuelles, on peut tout faire. Quand nous avons appris à skier, il n'y avait pas de robots qui crachaient de la neige sur le bord des pistes. On ne parlait pas non plus de réchauffement climatique. Pourtant, c'est un fait. La neige est une matière première de plus en plus aléatoire. Alors les ingénieurs ont trouvé une parade. Quand on veut convertir des centaines de millions de Chinois au plaisir du ski, pas question de se laisser arrêter par des détails. Voici le plan de l'installation du système d'enneigement dans la station de Shangbei-shan en Chine. Comme on peut le voir, le domaine skiable est couvert à 100% par de la neige artificielle, car le client voulait être à 100% sûr de pouvoir ouvrir toutes les pistes. En Chine, il y a relativement peu de neige naturelle. C'est pourquoi pratiquement tous les domaines skiables dépendent de la neige technique. Ce sont de gros investissements. Et pour les rentabiliser, on ne peut pas se fier au ciel pour faire tomber la neige. Alors, puisque tout est possible, pourquoi ne pas faire une station en Afrique? Eh ben voilà, c'est fait. Afriski au Lesotho, un pays enclavé au milieu de l'Afrique du Sud. Plantée sur un plateau désertique, elle a été créée par des Autrichiens pour convertir la bourgeoisie sud-africaine aux joies de la glisse. Il y neige parfois, mais ce n'est pas garanti. C'est loin de tout, mais peu importe. Skier en Afrique, c'est tellement fun. Regardez ça, une piste blanche et autour que du marron. C'est pas quelque chose que vous devez voir souvent. Mais c'est l'occasion pour des Africains d'apprendre à skier. En Europe, vous pouvez faire du hors-piste. Ici, c'est pas vraiment possible. Voilà. Ça monte là. On vient de Suisse. C'est vraiment incroyable de pouvoir faire du ski en Afrique du Sud. On ne pense pas qu'on puisse le faire. Par rapport à les kilomètres de piste, c'est quand même assez cher. Oui, c'est voilà. européen. Ouais, les prix sont identiques. Bye bye. My friends think we are absolutely crazy. Mes amis pensent que je suis complètement dingue de faire ça. C'est sûr qu'en Afrique, il ne devrait pas être possible de skier. Mais c'est aussi l'esprit d'entrepreneur qu'on a ici. Ça semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. Ce n'est pas dans la culture ici, mais nous la créons petit à petit. Et nous avons fait le plein de réservations pour toute la saison. Ladies, if it's sliding, try to push your knees a little bit like this, so you put the skis on the edge, and then you have the grip. It's like creating steps. Nous pensons doubler la capacité d'hébergement, avoir 150 lits supplémentaires. Cet endroit, avec son orientation, permettrait d'avoir plus de pistes. Donc, si on augmente la capacité d'hébergement, on pourra accroître la taille du domaine.
À Afriski, on aime donc aussi reprendre du fromage, du pain et du vin. Mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est l'eau. Parce que si même ici, à 3200 mètres d'altitude, il fait assez froid pour de la neige, le froid, ça ne suffit pas. Notre défi, c'était d'obtenir la confiance du marché du ski. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'on pouvait skier ici. Donc, nous avons massivement investi dans les systèmes d'enneigement. Mon travail, c'est de faire de la neige et de damer la piste. Ça fait 10 ans que je travaille là. Ce sont des Autrichiens qui m'ont appris comment faire. Ici, il y a 2 pompes qui viennent d'Autriche. La machine aussi vient d'Autriche. Et même le tuyau. Dans ce grand barrage, nous stockons l'eau pour faire la neige. Normalement, si on en fait beaucoup, l'eau arrive au milieu de cette roche. Mais quand l'eau est à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a une sécheresse. Et ça nous inquiète pour faire la neige. C'est la première fois que je vois l'eau en dessous de ce rocher. Il est très difficile de comprendre ce qui se passe avec le changement climatique. Dans ce contexte, nous sommes inquiets. Mais bon, peut-être qu'ici ça va se refroidir, on ne sait jamais. En attendant, on est là et on verra bien. Le ski nous renvoie au modèle économique qui triomphait à l'époque de nos premières descentes, au temps insouciant où l'on croyait les ressources illimitées, où l'on comptait sur la technique sans se préoccuper des conséquences. Jusqu'à ce que des scientifiques têtus, armés de leurs petits seaux et de leurs petites pioches, viennent bousculer nos certitudes. Juste en faisant des trous sur les pistes, là où en hiver nous dévalons sur une couche de neige artificielle. Il y a 5 litres de l'eau dans ce seau et on mesure à des intervalles fixes combien de l'eau s'infiltre dans le sol. We can do each 60 seconds. All 60s. Now? 12. On a des mesures maintenant pendant presque un quart d'heure. On a seulement 6 mm d'infiltration. C'est très peu. S'il y a un événement avec de pluie forte en été, par exemple, les pistes sont imperméables et sont comme des routes. Ça veut dire que l'eau ne peut pas s'infiltrer. Et avec les centaines de pistes qu'on voit ici, l'écoulement de l'eau va s'accélérer. Les pics de crue peuvent augmenter de 30%. C'est ce que nous disent les populations locales. On a plus de crues, on a plus de transport de sédiments. Ça veut dire que aussi la qualité de l'eau devient plus mauvaise. So you're taking from the bottom? Yes, 25 centimeters. Cette sol du site naturel est très poreuse, beaucoup plus de matériaux organiques, des racines. Ça veut dire quand il y a la pluie, ça va s'infiltrer rapidement. Là, et c'est le sol qui est maintenant aménagé pour les pistes. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compact et ça colle. La neige artificielle, ça c'est de millions de litres de l'eau qui sont transportés sur les pistes. Ça change l'hydrologie à grande échelle, pas seulement localement, mais vraiment dans le sous-bassin versant. La neige artificielle est une connerie parce qu'on se bat contre le changement climatique. Vu de exploitants du ski, on dit que c'est une adaptation au changement climatique. Mais vu d'un point de vue scientifique, c'est une maladaptation au changement climatique. L'été devient plus long, l'hiver va se raccourcir, même avec l'enneigement artificiel. C'est une solution ponctuelle, mais aujourd'hui, on n'est plus dans une solution ponctuelle. Dans les domaines skiables comme ici, on produit la neige artificielle avant
avant le début de la saison. Toutes les pistes ici que vous voyez sont enneigées systématiquement en octobre, novembre, dans toute leur longueur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de stations qui meurent partout dans les Alpes. Ce sont souvent des petites stations et ce sont des stations avec et sans enneigement artificiel. Alors, on voit déjà que c'est pas du tout une formule magique pour la survie des stations. On est en train d'aménager plus et plus et plus et plus pour d'abord une saison très courte et puis une activité qui va de toute façon être très court terme. Les stations se cacheraient-elles pour mourir? Dans la course aux armements, les plus petites n'ont pas le choix. Elles abandonnent, de force ou de gré. Parce qu'il n'y a plus de neige, plus de clients, ou qu'elles ont trop de dettes. Quelles sont les alternatives? Luis Nagele en a découvert une. Les randonneurs à ski. Mais sommes-nous prêts à troquer la remontée mécanique pour la peau de phoque? Ici, il y avait la gare d'arrivée du télésiège à 2 places. Il allait jusqu'à l'endroit où il y a les petits arbres là-bas. Là où il y a maintenant les buissons, il y avait la roue qui renvoyait le câble. Et si nous regardons vers le haut, on voit encore la trouée dans les arbres. C'est par là que passait le télésiège. Il montait jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Nous avons tout enlevé, parce que nous étions obligés de le faire. Nous avons fermé la station en 2006, et nous nous sommes donné 2 ans pour trouver un investisseur. Mais pendant ce temps-là, le nombre de randonneurs à ski a tellement augmenté que c'est devenu notre clientèle principale. Et désormais, c'est suffisant pour faire vivre notre auberge. D'un point de vue économique, je suis content de ne plus avoir de remontée mécanique ici et de travailler avec les randonneurs à ski, parce que nous n'avons plus à être en compétition avec les grands domaines skiables. Nous n'avons plus les mêmes problèmes qu'avant. Avant, même quand la saison d'hiver avait été bonne, un mois après, les soucis revenaient. Il nous fallait décider quelle remontée mécanique ajouter, quelle piste aménager, pour inciter les clients à revenir. Voilà tout ce qui reste du vieux téléski d'entraînement. C'est ici qu'il arrivait. Quand j'ai décidé de tout arrêter, je n'ai pas pu le démonter. Quand on tient à quelque chose, c'est difficile de l'abandonner. D'ailleurs, c'était un de nos problèmes quand on a restructuré la station. On avait grandi avec tout ça et pour nous, c'était synonyme de beaucoup de passion. Nous sommes partis d'en bas pour aménager la montagne avec des remontées mécaniques. Maintenant, nous sommes en haut et le jeu commence. Maintenant, nous devons développer tout ce qui glisse, qui vole, qui plane et qui roule du haut vers le bas. On peut tout faire. Et nous pourrions organiser des concours pour trouver comment utiliser la montagne d'une autre manière. Tous ces plans inclinés, toute cette gigantesque énergie accumulée. Et si l'on considère les Alpes dans leur globalité, c'est juste le parc d'attractions le plus passionnant qu'on puisse trouver en Europe. Et je suis sûr à 1000% que c'est ce qu'attendent les nouveaux clients. Et ceux qui ne veulent pas ça, eh bien ils iront en Laponie ou ailleurs pour se promener en silence. C'est bien aussi, mais ce n'est pas ce que nous offrons. Nous sommes ici pour faire autre chose. Mais la peau de phoque, c'est fatigant. La Laponie, c'est trop loin. Et c'est plus fort que nous, nous rêvons de descente. Nous attendons la neige, naturelle ou pas.
Et c'est bien pour satisfaire notre désir de consommateur de la ville qu'on a construit des villes à la montagne. Que la montagne est devenue un parc de loisirs et une source de profit. Désormais, tout est artificiel au paradis. Tout. Même le langage. Comme dans toute la zone, je pense qu'il faut qu'on ait en axe l'effet waouh. Quoi. Et l'effet waouh, c'est à chaque fois, voilà, on sort la passerelle, on rentre dans un espace, on a tout de suite un effet fort. L'expression effet waouh, ça veut dire tout ça. Voilà, on prenne plein la vue. C'est l'expérience. C'est là notre métier a changé aussi. Hein. On construit quelque chose, mais en même temps avec l'ambition de lui donner l'aspect le plus naturel possible. Comment scénariser cet espace tout en artificialisant pas? Ou artificialiser en sublimant le naturel. Scénariser, c'est peut-être amplifier ce qu'on pourrait découvrir naturellement lorsqu'on vit ici, lorsqu'on pratique l'activité de montagne. Ça peut être joué aussi sur la virtualisation. Créer une expérience client qui soit globale autour de notre produit montagne. On ait pu garder ces chalets, on va travailler sur l'image, mais sur le son aussi, des bruits d'animaux dans la forêt, des espaces de découverte. On va apporter ce supplément d'âme. Moi, ce que je préfère ici, c'est la vue. Ouais, quoique le Mont Blanc, là, est un peu caché. Ouais, avec le brouillard, ouais. Et les enfants qui apprennent à glisser dans les skidomes de centres commerciaux ou de banlieues des grandes villes, quel est leur horizon? Si les stations de ski deviennent des parcs de loisirs sécurisés pour une clientèle de luxe, auront-ils encore l'envie et les moyens d'y accéder? Quelle image du monde le ski leur renverra-t-il alors? Comment raconteront-ils cette histoire dans 30 ans? Un documentaire qui nous donne envie de chausser les skis et de profiter des plaisirs et de la beauté de nos massifs montagneux cette saison. Mais il nous incite aussi à nous interroger aujourd'hui, dans Droit de Suite, sur l'avenir de l'économie de la neige. Peut-être moins radieux qu'il l'a pu l'être auparavant. Nous allons en tout cas en parler avec nos invités, en commençant par vous, Laurent Sibien. Bienvenue. Vous êtes grand reporter pour Arte Reportage et réalisateur de films documentaires. Et vous avez donc co-réalisé avec Pascal Carcanade, L'argent de la neige, que nous venons de voir à l'instant et dont on va bien sûr reparler tout de suite ensemble. À vos côtés, Marie-Christine Dalloz, bienvenue à vous aussi. Vous êtes députée Les Républicains du Jura et coprésidente du groupe d'études sur la montagne à l'Assemblée nationale. En face de vous, Jean-François Arnaud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes grand reporter au magazine Challenge et bon connaisseur de cette économie de la neige, de cet or blanc qui nous concerne ce soir dans cette émission. Et puis enfin avec nous Frédéric Lardet, bienvenue à vous aussi. Vous êtes député La République En Marche de la Haute-Savoie et vice-présidente du groupe d'études sur la montagne de l'Assemblée nationale. Nous travaillons donc ensemble dans ce groupe d'études. Alors, le massif pyrénéen n'est pas représenté sur ce plateau ce soir. Ça va peut-être nous valoir quelques remarques, mais en tout cas, je suis sûr que vous allez les représenter évidemment bien dans le cadre des travaux que vous effectuez dans ce groupe d'études. Laurent Sibien, vous n'êtes pas montagnard. Votre compère Pascal Carcanade, avec qui vous avez réalisé ce film, ne l'est pas non plus. Et du coup, on se demande vraiment ce qui a motivé cette enquête, ce reportage qu'on vient de voir à l'instant. Ce qui l'a motivé, c'est d'abord un amour de la montagne sans être montagnard. Ouais. Effectivement, gamin, né dans les années 70, c'était quelque chose qui était d'une certaine façon commun quand on venait, disons, des classes moyennes qui avaient un petit peu de moyens à l'époque, pour d'aller pendant l'hiver passer une semaine de ski. Et lui et moi, on s'est rendu compte qu'on adorait ça tous les deux, qu'on adorait skier, qu'on avait des souvenirs de mômes
super, des souvenirs de classes de neige à l'époque où les villes non montagnardes investissaient dans des résidences pour les classes de neige. Je crois que c'est un temps un peu passé aujourd'hui. Et donc on avait cet amour du ski, cet amour de la montagne, de cette montagne qui avait été d'une certaine façon construite pour nous, cette génération. Et on s'est posé la question, comment c'était aujourd'hui? Est-ce que ces souvenirs d'enfants étaient encore valables? Est-ce qu'on pouvait encore imaginer se projeter là-dedans et voir qu'en fait ça avait beaucoup changé sans doute en une trentaine d'années. Ouais. Ah, c'est ce que vous nous démontrez, en tout cas dans ce documentaire. L'économie de la neige, combien ça pèse aujourd'hui l'économie de la neige? Qu'est-ce que ça représente? Et est-ce que c'est une économie toujours aussi florissante? Oui, c'est florissant, ça reste florissant, même si un certain nombre de problèmes se posent aujourd'hui. On est là pour en parler, oui, j'imagine. Mais c'est quand même plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans, c'est considérable, 120 000 emplois. Un gros secteur d'activité, c'est des métiers du tourisme énormément, mais c'est aussi de l'industrie. Il y a les gens qui fabriquent les remontes-pentes qu'on vend dans le monde entier, parce que la neige et la montagne est très internationale aujourd'hui. Il y a un marketing qui, à mon avis, et peut-être pas au dernier cri, il y a beaucoup de progrès à faire, mais l'essentiel, et ce qui doit rendre tout le monde assez optimiste, malgré les menaces, c'est que la montagne, on l'aime tous. C'est la première étoile, c'est la raclette, c'est le ski, c'est les activités, c'est les parties de Scrabble en famille, c'est les bronzés font du ski. La montagne, c'est un des piliers de notre culture. On a tous la montagne en nous, je dirais. On va regarder un premier extrait de votre film, avec notamment ce témoignage d'un maire qui s'appelle Alain Boulogne. Regardez. On peut construire sans fin. Tant qu'on trouvera des gens pour acheter, on continuera à construire. Ils ne sont pas forcément skieurs, tous ces gens-là. On s'adresse à des petits épargnants qui ont été effrayés par la chute de la bourse. Et là, à l'échelle de l'Europe, on a beaucoup de gens qui veulent mettre de l'argent de côté. On ne sait plus comment dire non. Et là, je vous parle en tant qu'ancien maire. Un maire qui dit non à un permis de construire, il repasse pas aux élections, c'est tout. La Tarentaise compte au bas mot, parce que les chiffres, personne ne veut les diffuser, bien entendu, au bas mot, 380 000 lits d'hébergement. C'est plus que le nombre de lits d'accueil du Maroc et de la Tunisie réunis. On en est même à un point où on se demande si, à force de construire des lits comme on continue à le faire aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans une bulle immobilière. Alors Marie-Christine Dalloz, ça pose quand même cette question, est-ce qu'on n'est pas face notamment d'une bulle immobilière qui serait un peu le symbole d'une forme de saturation de ce marché de la neige sur les massifs montagneux français? Moi je pense pas. Par contre, je suis assez perplexe quand j'entends un maire aujourd'hui dire, enfin c'est un ancien maire. Un ancien maire, oui. Quand je l'entends dire, on peut pas dire non. Je suis désolée. La responsabilité d'un maire aujourd'hui, c'est d'abord d'assumer la gestion, la vision qu'il veut avec le conseil municipal. Et quand vous connaissez la réglementation actuelle sur ce qu'on appelle les UTN, les unités touristiques nouvelles, où chaque procédure, c'est à peu près 10 ans d'instruction. Quand tout va bien, c'est 10 ans. Mais ça peut être 15 ans quand vous avez purgé tous les recours contre toutes les procédures et toutes les commissions nécessaires. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, en étant sérieux, alors il y a des territoires qui ont été énormes, qui ont poussé énormément et très vite. Aujourd'hui, justement, la réglementation, c'est le principe du balancier. Vous savez, en France, on est dans un excès. Pour corriger cet excès, on fait un autre excès. Ces procédures d'unités touristiques nouvelles, elles vont énormément impacter. Par contre, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble des massifs et toutes les stations de France ont bien conscience qu'aujourd'hui, il faut offrir une politique d'hiver touristique diversifiée. Pas exclusivement tourné sur le ski, et du coup, on a moins le risque d'une bulle immobilière si on n'a pas comme perspective la neige et le ski. Vous êtes un peu comme ce responsable de station autrichien qui est fameux comme personnage dans ce documentaire, qui dit nous il faut que je crée un parc d'attractions, il faut que ça soit vraiment le show quoi, une station de sport d'hiver aujourd'hui. C'est pas forcément le show, mais il y a d'autres activités. Aujourd'hui, les clients
ne sont pas que des fans de ski. On a aussi d'autres activités, de la randonnée beaucoup, l'été. Ouais. On a de plus en plus de sentiers de randonnée, on a de la raquette. Moi, Massif du Jura, j'ai aussi du ski alpin. Il y a le ski alpin, mais il y a aussi le ski de fond. Et le ski de fond, c'est une autre façon de faire du ski. Développer cette économie, c'est aussi multiplier les activités. On l'a d'ailleurs assez bien compris dans ce film. La Haute-Savoie, comment se passe cette question de la bulle immobilière qui serait en train de se créer? Est-ce que c'est une réalité? Là, on parle d'une vallée, c'est presque chez vous, ça. Hein? Oui. Nous avons un grand sujet à résoudre. Ouais. C'est le devenir des résidences de tourisme. Ouais. Dans le cadre, je suis membre du Conseil interministériel du tourisme, donc il y a des travaux qui ont été menés notamment par Atout France. Ouais. Et le sujet, c'est de savoir comment réhabiliter des lits froids aujourd'hui en lits chauds. Et quand on aura trouvé dans ce film, voilà, tout à fait. Quand on aura enfin trouvé la bonne solution et on y travaille. Bon, les lits froids, c'est tous ceux qu'on n'occupe pas, c'est ces résidences, ces chalets qu'on n'occupe pas hors saison. Tout à fait. Et si on arrive à les recommercialiser, à les remettre sur le marché, on évitera effectivement d'avoir à courir après de nouvelles résidences de tourisme, à la création de nouvelles résidences de tourisme, et prendre le risque effectivement d'artificialiser les zones de montagne, puisqu'on est obligé dans une zone de montagne, on est besoin de protéger le foncier. Protéger aussi la partie agricole. Moi, je suis sur un territoire où l'agriculture, le fromage, le fameux reblochon, moi je suis la députée du reblochon, ah oui. On a besoin de préserver nos espaces pour pouvoir continuer à développer cette industrie aux côtés et en parallèle de l'industrie de la neige. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le témoignage de cet ancien maire, c'est qu'il dit, bon, ça se dit pas trop entre nous, on n'en parle pas de cette bulle là qui est peut-être en train de se créer, mais il y a un vrai problème, quoi. Oui, la question des lits froids et des lits chauds, comme vient de le dire Madame la députée, est absolument centrale. En Suisse, par exemple, ils ont décidé un moratoire sur la construction de nouvelles résidences de montagne. On le fait pas en France, visiblement. À ma connaissance, on continue à construire des lits, par exemple, à l'Alpe d'Huez. Donc, il y a peut-être des nouvelles réglementations, mais globalement, le jeu de on reprend un peu de fromage, un peu de vin, on remet un peu de fromage, un peu de vin, on agrandit un domaine skiable n'est pas totalement terminé. C'est faux de dire ça. Et je voudrais juste rajouter quand même un chiffre dans tous les chiffres que vous avez cités. Il y en a un autre qui est important aussi, d'après un article du Financial Times, il y a quand même 14% de baisse de la fréquentation des stations de ski en 10 ans. 14% de baisse avec une population qui vieillit, qui c'est les problèmes dont je parlais. préfèrent aller visiblement ailleurs qu'à la montagne parce que ça coûte trop cher et les jeunes n'apprennent plus à skier parce que ça coûte trop cher, ça les intéresse peut-être moins. Donc dans tous les chiffres formidables sur l'industrie du ski qui continue à aller bien, 14% de baisse en 10 ans, je pense que c'est une vraie question. Oui, quand même sur l'immobilier, ce que disait monsieur est ancien maire et comme disait Madame le député, les choses changent assez vite. Certes, on continue à construire, c'est vrai. On construit trop. Il y a des lits froids. On a beaucoup de mal à les réchauffer. On rénove, on transforme des hôtels en appartements dernier cri avec des équipements comme des spas que veulent les vacanciers. Mais le problème pour construire, c'est qu'il n'y a plus de place. C'est que entre les pistes, le parking, la zone naturelle sur laquelle on n'a absolument pas le droit de faire quoi que ce soit, c'est quand même très compliqué. Donc je dis pas qu'on a arrêté de construire, mais et puis il y a un autre phénomène quand même assez récent. C'est qu'il y a des militants de l'environnement qui ne sont plus des huluberlus qu'on écoute parce qu'ils ont des arguments extrêmement pertinents et ils savent pertinemment comment on peut empêcher des projets immobiliers qui sont mauvais pour la montagne. Vous les connaissez, ces militants, ils sont là en permanence, ils connaissent bien leur dossier, ils sont bons en droit, il y a beaucoup de recours, enfin voilà quoi. On fait plus ce qu'on veut dans la montagne. Alors on va revenir sur cette question de l'environnement, c'est promis. Moi je voulais qu'on se débarrasse de cette question du coût aujourd'hui d'un séjour en montagne entre Noël le 1er de l'an à février, durant la saison, pour une famille normale, 4 personnes, 2 enfants, un couple, 2 enfants. Il paraît que c'est devenu inabordable quand même un séjour en montagne aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le même constat. Est-ce que c'est pas ça aussi qui crée le problème de la saturation du marché? Alors, je rejoins tout à fait monsieur, puisque nous ne sommes pas sur un marché en croissance. Nous sommes sur un marché au mieux en stagnation. Et c'est là où il faut être. Alors, quels sont les facteurs qui créent cette stagnation? 1, effectivement, le coût. 2, le fait que de moins en moins de jeunes partent en classe de neige.
Et donc de moins en moins de jeunes, si ce n'est les Hauts-Savoyards ou les gens qui sont ou dans le Jura, qui sont à proximité des stations de neige, ont la possibilité de pouvoir accéder au ski et à l'apprentissage du ski. Donc ça, c'est un phénomène majeur sur lequel il faut retravailler. Et puis, dernièrement, le changement climatique, qui pose certaines questions. Alors, sur le coup, peut-être... c'est pas une idée reçue, ça, c'est une réalité quand même. Ça a augmenté de passer un séjour à la neige, et ça devient peut-être inaccessible pour certaines classes sociales aujourd'hui. Je crois qu'il est bon de rappeler que le forfait français est quand même le moins cher aujourd'hui des forfaits pratiqués dans le monde. Donc, le prix en Allemagne, moins cher en Allemagne. C'est plus cher en Suisse, c'est plus cher en Autriche, c'est plus cher en Allemagne, c'est pas donc, plus cher. On a un coût, voilà. Mais vous savez, les vacances à la mer, si vous prenez hors saison, vous avez de fortes probabilités que ce soit moins cher qu'en pleine saison. C'est le phénomène de la demande. Et effectivement, dans les années passées, on avait une forte demande pour une faible capacité. Le rééquilibrage s'est pas fait correctement. On a plus de capacité. Vous savez, les lits froids, c'est quand même très massif des Alpes. Dans le Jura, vous avez quasiment pas, on n'a pas cette problématique du lit froid, parce qu'on a été très raisonnable sur la construction et qu'on n'a pas la même demande. On n'a pas de très grandes stations. La problématique, elle se pose pour les très grandes stations. C'est l'échelle de la station qui définit cette notion-là. Et puis pour en revenir à la démocratisation... Attendez, est-ce qu'on n'a pas perdu de vue ce qu'était le plan neige, à grand renfort d'ailleurs de volontaristes des pouvoirs publics? Là, on a une vraie politique pour démocratiser l'accès à la montagne. Bon, tout ça, c'est fini. J'allais y venir. Dans le département du Jura, pourtant on est quand même sur un massif montagneux, on a dû, au niveau du département, je suis conseillère départementale dans le Jura, on a remis en place, ça fait 3 ans, une politique des collèges au ski. C'est-à-dire que même pour nos collégiens, on a mis en place une politique très dynamique où on accompagne et les collèges, où on finance les transports et où on finance les stations qui les accueillent pour justement redonner l'envie même aux gens du territoire, aux Jurassiens, aux jeunes Jurassiens, aux collèges en 6e, à aller pratiquer le ski. Donc c'est quelque chose qui effectivement, on a tous une responsabilité, les politiques, pour redémocratiser cette pratique du ski. Il y a l'envie n'est plus l'envie. Moi, je parle de l'expérience client. On est tous des clients. On a commencé par les classes de neige, et c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui ne reviennent pas au sport d'hiver parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de neuf. Si j'y vais pas pendant 3 ans, je vais rien rater. J'y reviendrai quand j'aurai un peu plus d'argent. C'est vrai que c'est très cher. Il y a quand même dans la montagne une tendance, je vais être prudent, je veux vexer personne, mais à vivre comme des rentiers. Une fois qu'on a mis des installations et que les clients payent les remontées, l'argent rentre tout seul. Certes, c'est des énormes investissements, mais il n'y a plus qu'à compter ses sous à la fin de la journée. Et c'est contagieux. Après, l'épicerie, elle a l'habitude de faire des prix 50% plus chers en station qu'en plaine. Le restaurant, où on mange très mal, on mange très, pas très partout, mal. J'imagine. Il est très cher. Globalement. Alors, tant mieux pour vous. Vous allez dans les stations les plus huppées, mais moi, je suis allé dans les stations où va la classe moyenne et en altitude. Mais c'est normal. Il n'y a rien qui pousse à proximité. On va pas vous faire des poireaux du pays avec un velouté de légumes maison. Donc c'est de la nourriture industrielle. Elle est vendue très cher. Et parfois, on a même mal au ventre en redescendant. Donc voilà, c'est pour vous. Bon, je caricature, mais c'est pour vous expliquer que, y compris sur le prix des forfaits, ils sont pas chers en France, c'est vrai. Sauf que on fait pas de yield management, c'est-à-dire que aux États-Unis, les forfaits sont beaucoup plus élevés, mais personne ne paie le prix plein. Et dans le remont de pente, il y a une personne qui va payer moins 40, moins 50, moins 60. En France, tout le monde paie le prix plein, qui est pas très élevé par rapport à l'international, mais on n'a pas suscité l'envie, on n'a pas fait le marketing qu'il fallait pour donner envie de venir au sport d'hiver. Puis une autre composante qui s'est introduite dans ce marché, évidemment, c'est la composante climatique. Le réchauffement climatique a de vraies conséquences, en tout cas c'est ce que vous nous avez démontré dans ce film, sur l'économie de la neige. On regarde un extrait. Les investissements sont de plus en plus lourds, mais apparemment ça vaut encore le coup. Il faut une vingtaine d'années pour amortir une remontée mécanique, alors que la menace la plus mortelle ne se fera sentir que dans 50 ans. Cette menace, c'est le réchauffement climatique. Il est 2 fois plus fort en montagne qu'en plaine. Pour une activité qui dépend en théorie de la météo, c'est un gros problème.
Avec les changements climatiques que l'on constate déjà, l'exploitation des infrastructures de sport d'hiver est devenue une affaire coûteuse. Il faut aménager des retenues en haute montagne afin de disposer des quantités suffisantes d'eau pour produire de la neige artificielle. Les dameuses sont pratiquement toujours en service. Nous stockons parfois de la neige d'une année sur l'autre dans de grands entrepôts. Tout ceci renchérit les vacances d'hiver qui n'ont de toute façon jamais été des vacances bon marché. Mais il est à craindre que les sports d'hiver soient à l'avenir un loisir réservé exclusivement aux riches. Alors, on revient d'ailleurs à cette question du coût, hein, évidemment, et on comprend qu'il demande ce coût en partie pour ces questions de réchauffement climatique. Là, on est vraiment face à une nouvelle problématique qui était peut-être pas suffisamment prise en compte il y a encore quelques années, mais là qui est à gérer, hein, notamment par les élus locaux, hein, dans les massifs montagneux. Bah oui, je crois que, par exemple, les Alpes françaises ont connu une sécheresse absolument historique cet été. Comme Marie-Christine Dalloz qui acquiesce. Ouais. Mais particulièrement fortes. Ouais. Je crois que le lac d'Annecy n'a jamais été aussi bas depuis 1947, d'après ce que j'ai vu. Annecy, c'est chez vous, hein. Donc voilà, évidemment que le changement climatique impacte forcément, et la montagne, ça focalise encore plus peut-être la problématique. Comme la matière première, quand même, de ces loisirs, c'est la neige, forcément que ça a un impact. Alors, là, la problématique, c'est plus la neige, c'est la neige artificielle. Hein, c'est ce que vous nous expliquez très bien. C'est-à-dire que maintenant, il faut bien trouver des parts de marché, les augmenter, et donc on augmente la durée de la saison. Oui, donc la matière première, c'est l'intérêt de la neige artificielle. La matière première, c'est l'eau, et donc se pose de plus en plus clairement des questions de partage entre, dans certaines zones, entre l'eau utilisée pour faire de la neige et l'eau utilisée pour boire, par exemple. C'est quand même assez hallucinant d'imaginer que dans un endroit où a priori l'eau est particulièrement captée, c'est particulièrement humide, il y a des problèmes d'eau et de sécheresse dans certaines zones des Alpes aujourd'hui. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît extrêmement problématique. Vous utilisez un terme qui n'est pas exact, vous parlez de neige artificielle. Oui, pardonnez-moi. Nous ne sommes pas à Dubaï ni en Afrique du Sud. D'accord. Nous parlons dans nos stations de montagne de neige de culture, ce qui est complètement différent, et qui, entre autres, les fameuses retenues collinaires servent aussi, et cet été, ont servi à nos agriculteurs. Est-ce que vous estimez qu'utiliser massivement cette neige de culture pour prolonger les saisons hivernales, finalement, c'est une bonne chose aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait maîtriser ça sur le plan environnemental ? Alors moi j'ai pu, dans le cadre de l'ouverture et la création effectivement d'infrastructures, voir avec des ingénieurs qui m'ont expliqué effectivement comment cela fonctionnait. Et il y a une empreinte environnementale qui est très faible. Il faut savoir que nos élus sont les premiers, nos stations de montagne sont les premiers à perdre de ce changement climatique. Ce sont les premiers à souffrir de ce changement climatique. Les stations de montagne n'ont rien demandé. C'est l'urbanisation des villes, c'est le CO2 et les gaz à effet de serre qui sont démultipliés. Les conséquences directes sont sur le business de la neige, sont carrément sur l'évolution de nos montagnes, les structures de montagne. Donc ces gens-là en souffrent donc ils ont besoin effectivement de réagir. Après, il faut savoir qu'il faut il y a des températures à respecter, donc ils font pas n'importe quoi aussi. Pour pouvoir faire de la neige de culture, on a besoin d'avoir un thermomètre qui est relativement bas. Et aujourd'hui, par exemple, en début de saison, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner puisqu'il fait trop chaud. Donc n'oubliez pas que, alors après, il faut que ces stations de montagne, on les accompagne, et j'espère qu'on parlera de DGF négatifs qui touchent particulièrement nos stations de montagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur fait des prélèvements sur recettes, ce qui complète, alors qu'on aurait besoin qu'ils gardent ces réserves et ces cash flows pour pouvoir se transformer demain quand ils n'auront effectivement plus de neige. Deux choses sur la forme. On peut pas dire il y a quelques minutes le prix des séjours à la montagne est beaucoup trop cher et ne pas accepter l'idée qu'on étende les possibilités d'offres, parce que là, ça va permettre justement peut-être une accessibilité pour des ménages avec des revenus plus modestes. Premièrement. Sur le fond, moi, quand j'entends parler de la neige artificielle, aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup d'investissements. Ce qu'on ne dit pas, c'est que dans les forfaits, il y a aussi une partie, 18% du forfait qui va en investissement sur les stations, uniquement pour justement la neige
ou les matériaux pour travailler la neige. Parce que la réalité, c'est qu'on a fait énormément de progrès depuis quelques années sur la façon de travailler cette neige. On la stocke dans des endroits où elles ne fond pas. On a travaillé là-dessus. On la remet sur des pistes. Moi, j'ai une course de ski de fond dans le Haut-Jura qui s'appelle la Transjurassienne. Première course française de ski de fond. Si on n'avait pas certaines années la possibilité de s'aider avec ça, même le ski de fond, parce qu'on est en bas de la station, on ne pourrait pas réaliser cette course. Ouais. Alors que vous dites on ne pourrait pas ou on ne pourrait plus parce qu'il n'y a plus de neige, parce que vous ne connaissiez peut-être pas ces problèmes auparavant. Certaines années vous passez et d'autres années ça ne passe pas. Ça dépend de l'enneigement. Donc il faut. Mais regardez ce qui se passe. Enfin, on ne travaille pas la neige en dessus des pistes. On ne travaille pas les neiges en altitude. On travaille la neige en bas de la station pour qu'elle reste attractive, la station. J'ai bien peur que de plus en plus ça arrive qu'on travaille aussi la neige à haute altitude. C'est pas tout à fait l'histoire d'agrandir le temps de la saison, c'est justement une des choses qui va être de plus en plus compliquée puisque il fait de plus en plus chaud de plus en plus tard. Par exemple, l'an dernier, il y a eu beaucoup de neige l'an dernier, par exemple, mais elle a fondu extrêmement vite. Et aujourd'hui, je crois avoir entendu que, par exemple, en novembre cette année, ils ont commencé à faire de la neige artificielle. Tout a fondu. Donc parce que ça s'est à nouveau réchauffé. On n'a pas encore la solution. Hein. Donc, c'est vrai que donc c'est ce que dit Carmen de Jong dans le film. Est-ce que c'est une adaptation au changement climatique ou une maladaptation au changement climatique? Parce qu'effectivement, il faut de la température assez basse pour faire la neige. Les technologies évoluent. Donc on peut stocker de l'eau, mais si on peut pas faire de neige. La recherche et les technologies évoluent. Ça, je suis il y a pas énormément d'initiatives. C'est vrai, ça va très vite, il faut le saluer. Les gens, il y a des armées d'ingénieurs extrêmement aguerris. Donc on sait conserver la neige d'une saison à l'autre de façon très naturelle. On sait faire de la neige au-dessus de zéro. Donc vraiment, ça va vite, mais ça suffit pas. Ça suffira jamais à sauver ce tourisme massif à la montagne qu'on a eu par le passé. Vous êtes en train de nous dire qu'on sait exactement mettre à peu près le curseur pour rallonger les saisons tout en préservant l'environnement? On le fait ponctuellement. On n'est pas capable de le faire partout une saison, mais c'est vrai que stratégiquement, économiquement, les ailes de saison, début et fin de saison, on se rend compte que c'est très important. C'est des emplois, c'est la saison d'été aussi. Donc on est gentiment en train de se diriger vers une montagne où on skie moins, où il y aura plus d'expériences humaines. Il va y avoir du service, énormément de métiers de service qui vont arriver dans ces zones. Et il y a aussi, on est dans la période charnière où on fait tout ce qu'on peut pour qu'il y ait de la neige, parce qu'il y a encore les fondus de neige qui sont là, mais ils vont être de moins en moins majoritaires. Bon, alors ça stagne un peu sur le marché français, voire ça baisse. Ce marché, en tout cas, il donne des signes d'inquiétude quant à sa saturation. Et vous posez la question dans ce film de savoir si l'avenir, finalement, n'est pas ailleurs. Notamment dans le Nord-Caucase. Regardez, c'est une publicité russe à ce propos. Лаганаки, Мамисон, Матлас, Безенги, Архыз. Уникальный туристический кластер Северного Кавказа. Будущие курорты, которые должны стать в один ряд со знаменитыми альпийскими горнолыжными центрами. Франция. В середине прошлого века именно французское правительство принимает план по реализации гигантского инфраструктурного проекта. Создаются максимально комфортные условия для инвесторов. Аналогично решили действовать и в России. Для создания туристического кластера из 5 курортов была создана компания «Курорты Северного Кавказа». Но особое внимание уделяется сотрудничеству с Францией. C'est la Compagnie des Alpes qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui est très intéressée par ce projet, qui a pris part à ce projet. C'est un gros gâteau. Hein. Là, ce qu'on a vu, là, c'est 50 milliards d'euros. Hein. 50 milliards d'euros. Alors, j'imagine qu'il n'y aura pas que des entreprises françaises qui seront candidates à la mise en place de ce vaste programme. Enfin, tout de même, là, il y a beaucoup à gagner pour l'industrie française du ski. C'est là qu'est à venir de cette économie, à l'extérieur de nos frontières, avec notre savoir-faire. J'en sais rien. En tout cas, le film a maintenant quelques années, donc je ne crois pas que les stations soient vraiment sorties de terre depuis. Enfin, il n'y avait pas que le Nord-Caucase. Hein. Vous avez montré des investisseurs chinois très intéressés par ce qui se passait dans nos stations. Tous les 4 ans, il y a des JO d'hiver et il y a parfois parce que les gouvernements en font des moteurs de développement d'endroits souvent déshérités, que sont les montagnes et les endroits enneigés. Et donc à chaque fois, la Compagnie des Alpes, elle prend sa valise, elle va voir en
Russie, en Chine, partout, en Corée du Nord peut-être un jour, où il y a des très beaux massifs. Elle vend ses services et ça se renouvelle, même si ça aboutit pas partout. Vous avez pu la sous-peser, cette compétence française dans le domaine auprès des investisseurs que vous avez suivis, chinois, russes. Ça a de la valeur, cette compétence française, sur ce marché à l'extérieur? Vous l'avez senti comme ça? En tout cas, puisque, comme eux-mêmes le reconnaissent, le marché, on va dire, dans les pays occidentaux est à saturation, voire déclinant, effectivement, pour continuer à développer ou à maintenir une activité, il y a concurrence, notamment avec les Autrichiens ou avec les Italiens, pour essayer de continuer à équiper des massifs ailleurs dans le monde, en supposant qu'il va y avoir là aussi à un moment une classe moyenne qui aura envie d'aller skier. Et c'est intéressant d'ailleurs dans cette pub de revoir ce qui s'est passé en France dans les années 60, ce fameux plan neige dont on a parlé tout à l'heure. Après, ils veulent faire la même chose que ce qu'on a fait. Voilà, peut-être en essayant d'éviter certaines erreurs. On a des vraies compétences à faire valoir. J'imagine que les entreprises de Haute-Savoie, notamment les petites et moyennes entreprises qui font partie pleinement de cette économie, regardent très fort du côté de ces marchés, là, non? Tout à fait. Il y a la Chine, principalement, qui a vraiment pas mis un plan neige à la française, mais qui souhaite vraiment développer ce business de la neige. Donc les Français ont une part importante à prendre. Notamment, il y a Poma, l'entreprise qui fabrique toutes nos remontées mécaniques. Pour eux, c'est un marché qui est exceptionnel, mais il y a aussi les moniteurs de ski. On a un savoir-faire énorme en matière de monitorat. C'est très long pour devenir moniteur de ski. Donc ce savoir-faire et cette compétence d'apprentissage peut être exportée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en France, c'est fini. Enfin, au contraire, je pense que nos montagnes, elles resteront montagnes. Il faut effectivement plutôt faire en sorte d'accompagner nos élus pour qu'on les accompagne dans cette transformation, notamment dans les stations de moyenne montagne, puisque quand on parle de Val d'Isère aujourd'hui, au Val d'Isère, j'y étais ce week-end pour le Critérium, on était sous une tempête de neige, alors que vous descendiez à Bourg-Saint-Maurice, à 1000 mètres, il pleuvait. Donc la problématique ne va pas être la même entre Val d'Isère, le Grand Bornand, la Clusaz ou Manigot. Voilà, c'est comment on accompagne toutes ces stations de petite et moyenne montagne dans une transformation dont certains élus ont déjà pris la dimension et sont déjà en train de travailler dessus. Voilà. Bon, Marie-Christine Dalloz, vous êtes, je l'ai dit, coprésidente du groupe Montagne à l'Assemblée nationale. Dans ce groupe dont vous faites partie toutes les deux, est-ce qu'on réfléchit quand même à l'exportation, à ce marché, à ces milliards d'euros là qui sont à prendre? Aujourd'hui, on essaie de faire le constat de ce qui fonctionne chez nous. Des points améliorés. On va arriver à l'entrée de l'hiver. Je vais vous prendre un exemple concret. La loi sur la montagne avait prévu d'obliger tous les véhicules qui circulent en montagne à s'équiper de chaînes de neige, par exemple de chaînes ou de pneus adaptés. Les décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Vous voyez, on est en train de buter sans cesse sur des détails qui sont notre caractéristique au quotidien, parce que la montagne, elle est magnifique, mais ce sont des territoires qui, vus de Paris, sont souvent oubliés. Et quand on en parle avec une certaine, une connotation très péjorative sur notre responsabilité par rapport à l'environnement, ma collègue a très bien dit tout à l'heure que nous sommes les premières victimes de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une enquête intéressante qui a été faite dans l'Isère, portée par le conseil départemental de l'Isère, avec KPMG, avec des organismes et avec la Caisse des dépôts et consignations, qui dit que dans l'état actuel de l'utilisation de la neige de culture et dans la perspective du réchauffement, on devrait jusqu'en 2050 pouvoir maintenir un niveau d'enneigement aux moyennes stations de montagne. Voilà. Alors vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, donc j'en déduis que dans ce groupe de travail, on ne parle pas beaucoup de l'export. Il y a vraiment un coup à jouer pour l'industrie française du ski à l'export là ? Oui, bien sûr, c'est évident. Les élus sont prudents. Il ne s'agirait pas de donner à nos concurrents de demain les meilleures armes, puisque nous sommes les meilleurs aujourd'hui. On a vu ce plan neige qui date des années 50 était d'une redoutable efficacité. Quand on voit ce qui a été fait comme ça en 2 générations, on se dit que peut-être il ne faut pas donner à nos futurs concurrents. La clientèle est captive, donc attention. On ne déplace pas les montagnes, mais qui sait, on peut déplacer beaucoup de choses. Savoir-faire. Il y a des débouchés pour Poma qui construit des remontes pentes, pour nos ingénieurs, nos moniteurs qui peuvent aller là-bas aussi. Donc il faut évidemment aller là-bas. C'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Il ne faudrait pas donner l'idée à certains d'aller plutôt dans le Nord-Caucase au sport d'hiver qu'en France, parce que ça pourrait être beaucoup moins cher. Moi je pourrais mettre quand même un
pas. Je trouve, on se gargarise beaucoup en France du magnifique plan neige. Ouais. Visiblement, d'autres pays, je pense par exemple à l'Autriche ou à la Suisse ou à l'Allemagne, ils n'ont pas eu de plan neige et ils ont développé, me semble-t-il, des méthodes d'exploitation de la montagne qui peut-être étaient peut-être pas si mal, plus basées sur de l'hôtellerie, beaucoup moins de construction. Et je ne sais pas si le plan neige mériterait pas un bilan un peu plus critique. Avec le recul, tout le monde est d'accord. Le plan neige avait énormément de défauts, mais il a fait nourrir tellement de familles, élever tellement d'enfants, et énormément d'entreprises du bâtiment et travaux publics aussi. Bah oui. Voilà. Mais c'est une culture française aussi, ça. Enfin, moi, je veux bien qu'on nous compare aux Allemands et aux Suisses. Mais on a une vraie culture française de la propriété immobilière, et pourquoi pas en montagne. Il est possible que le savoir-faire, du coup, aujourd'hui, qui s'exportera le mieux, n'est pas forcément celui-là. Peut-être que les Autrichiens, avec une autre façon d'aborder, visiblement, en tout cas, eux, ils pensent qu'ils sont mieux placés pour récupérer un certain nombre de marchés un peu partout. Et sur l'exportation des savoir-faire, je trouve aussi amusant, par exemple, dans notre film, on voit le responsable de la station d'Ischgl, qui rajoute beaucoup, qui est un comédien et qui parle de transformer la montagne en parc d'attractions. Et j'ai entendu dire qu'à Tignes, il y a un projet de faire un skidome. Expliquez-nous. On est un peu dans la même logique, c'est à faire un espace une piste artificielle indoor, un genre de tunnel, à Tignes. C'est-à-dire à la montagne même. C'est exactement ce qu'il dit. On va utiliser l'énergie de la montagne pour faire un parc d'attractions. On est aussi dans cette voie, visiblement aussi en France. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Merci, vraiment un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite aujourd'hui. Merci pour ce documentaire. Vos réactions, #DDS, notre adresse sur Twitter. On sera là pour y répondre. À mon avis, elles risquent d'être assez nombreuses sur ce sujet et après votre film. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.